Le 15 avril 2026, le portail de l'ANTS, l'agence qui gère vos passeports, vos permis de conduire, vos cartes grises, a été piraté. Aujourd'hui, le 21 avril, le ministère de l'Intérieur vient de confirmer l'incident. 18 à 19 millions d'enregistrements. En vente sur un forum cybercriminel. Et l'email envoyé aux utilisateurs le jour de l'attaque se terminait par « Vous n'avez ainsi aucune démarche à accomplir ». Dans cette vidéo, je vais vous expliquer deux choses que les médias n'ont pas encore dites. La première, comment cette attaque a techniquement fonctionné en 2 minutes. Et la deuxième, pourquoi corriger la faille ne suffit pas. Et ce que ça implique pour tous les systèmes IA qui ont traité ces données depuis. Pour ceux qui ne connaissent pas la NTS, c'est France Titres. C'est le guichet unique de l'État pour tout ce qui touche à votre identité numérique officielle. Vous avez renouvelé votre passeport ces dernières années? Vous êtes passé par là. Vous avez fait une demande de permis en ligne? Vous êtes passé par là. Votre carte grise? Là aussi. C'est une des plateformes les plus sensibles qui existent en France. Elle gère des données d'État civil, nom, prénom, date, lieu de naissance, pour des dizaines de millions de personnes. Et le 15 avril, un hacker qui se fait appeler Brèche 3D y a accédé. Pas via une attaque sophistiquée, pas via un 0-day, pas via une infrastructure d'État rivale, via une faille que le hacker lui-même a qualifiée de, je cite, vraiment stupide. Donc cette faille s'appelle IDOR, Insecure Direct Object Reference. En français, référence directe, c'est un objet non sécurisé. Donc voici comment ça fonctionne et je vais vous le montrer sur un terminal. Donc si je vois à gauche, donc c'est mon premier terminal. Donc imaginez que vous êtes connecté sur moncompétence.gouv.fr. Vous consultez votre profil, la requête API ressemble à ça. Donc maintenant, regardez, on va taper Python 3 démo idor.py. Donc, ce que ça fait. Ok, donc, je change juste un chiffre, un seul chiffre, et l'API donc me renvoie les données d'un autre utilisateur. Donc effectivement, on peut voir. Donc, aucune vérification côté serveur, aucun contrôle d'autorisation, zéro. C'est comme si vous changiez le numéro sur votre ticket de vestiaire et que vous repartiez avec le manteau de quelqu'un d'autre et que le vestiaire ne remarque rien. Donc, le WASP, donc l'Organisation mondiale de référence sur la sécurité des applications web, classe cette vulnérabilité dans son top 10 depuis des années. C'est la faille la plus documentée, la plus connue, la plus facile à prévenir. Et on la retrouve sur le portail qui gère les titres d'identité de 19 millions de Français. Donc là, pour voir un peu plus en détail, on va voir l'attaque IDOR. Donc via GET, donc les API, les requêtes API. Donc on peut voir, voilà, nom, prénom, DOM, email, titre, statut de plusieurs d'entre eux justement. J'arrive pas. Donc là, on peut voir, voilà, Bernard, Garcia, Thomas. On a ensuite, donc résultat, 5 profils différents accessibles avec un seul token. Donc sur 19 millions d'utilisateurs, un script automatisé aspire la base entière en quelques heures. Aucune alarme déclenchée. Donc, contrôle d'autorisation. On voit qu'on a eu tout ça. Effectivement, conclusion, une vérification d'autorisation côté serveur suffit à bloquer l'attaque. C'est la correction minimale. Mais est-ce que ça suffit pour les données déjà traitées? Et donc, Terminal 2 va répondre à cette question juste après. Ce que ça a permis, un script automatisé qui boucle sur les identifiants utilisateurs, aspire les données à grande échelle. Nom, prénom, date de naissance, email,
sirène pour les professionnels. Des milliers de requêtes par heure. Aucune alarme déclenchée. Pendant combien de temps? On ne sait pas encore. Le 15 avril, la NTS détecte l'incident. Elle envoie un email à ses utilisateurs professionnels. L'email reconnaît un accès non autorisé et conclut par « Vous n'avez ainsi aucune démarche à accomplir ». Pendant ce temps, sur un forum cybercriminel, Brèche 3D mettrait en vente 19 millions de profils. Est-ce que la NTS mentait? Probablement pas. Au moment de cet email, il n'avait peut-être pas encore mesuré l'étendue réelle. Mais c'est précisément pour ça que le RGPD, article 34, existe. Quand une fuite présente un risque élevé pour les droits des personnes et 19 millions d'identités en vente sur le dark web, c'est un risque élevé. L'article 34 impose une communication claire, complète et dans les meilleurs délais. Pas rassurante, claire. L'ANSSI a été alertée, la CNIL a été notifiée, le parquet de Paris a reçu un signalement. Ce sont les obligations légales. Elles ont été respectées. Ce qui n'a pas été respecté, c'est ce que le RGPD article 32 imposait depuis le début. Des mesures de sécurité adaptées à la sensibilité des données traitées. Une faille d'or sur une API qui donne accès à 19 millions de dossiers d'état civil, ce n'est pas un incident. C'est une absence de mesures adaptées. Donc, tout le monde parle de la faille d'or. C'est normal, c'est le vecteur d'attaque. Mais il y a une question que personne ne se pose encore. La NTS utilise des systèmes numériques pour traiter ces demandes. Des assistants, des outils de traitement automatique, potentiellement des LLM intégrés dans le workflow de gestion des titres. Ces systèmes ont traité des données d'état civil pendant des semaines, voire des mois. La faille d'or a été corrigée ou le sera. Mais ces données, qu'est-ce qu'il en reste dans la mémoire vive des systèmes qui ont été traités? On parle de la fuite par l'API, personne ne parle de ce qui persiste en RAM. Et c'est ce qu'on va voir dans le terminal 2, juste après. Donc ce que je fais ici, c'est de simuler ce qu'un audit RAM post-incident aurait pu révéler. Donc, on va, sans plus tarder... Ok. Donc, Python démo canary test.py. Ok. Donc, j'injecte des données représentatives, effectivement. Donc, nom, prénom, date de naissance, email, dans un système de traitement simulé. Donc ensuite, je vais déclencher la purge, déclarer le système, et maintenant je scanne. Donc on attend le résultat, et on voit Amnesia Failed. Voilà. Donc, des données résiduelles détectées dans le HIP applicatif. Donc, on peut voir juste en haut. Donc, dans le HIP applicatif, plage mémoire. Donc, le système a déclaré avoir purgé. Les données sont encore là. Donc, ce n'est pas une hypothèse théorique, c'est ce que le protocole Canary produit sur un système réel. Donc, on peut voir également, hop, page cache Linux, pareil, hop, résidu détecté, zone de swap. Par contre, la zone est propre pour cette zone, d'accord? On retient. Et pour la zone 4, c'est la dernière, buffer kernel, résidu détecté. Donc effectivement, verdict final. Zone avec résidu 3 sur 4. Verdict protocole, amnesia failed. On a, hop, le résumé final. Et donc, la conclusion qui est essentielle là-dedans, corriger la faille d'or ne suffit pas. Les données d'état civil persistent en mémoire volatile des systèmes de traitement. Une purge physique certifiée est requise pour atteindre la conformité RGPD, article 5, paragraphe 1, alinéa E. Corriger la faille d'or de la NTS est nécessaire, c'est urgent, c'est évident. Mais si les systèmes de traitement qui ont manipulé ces données n'ont pas été audités, forensiquement, si personne n'a scanné la RAM de ces processus, les données peuvent encore être là, dans les HIP, dans les caches, dans les buffers.
Et si ces systèmes ont été compromis dans le même incident, ces résidus mémoire sont accessibles à l'attaquant aussi. La NTS a notifié la CNIL. C'est l'obligation légale 72 heures après la détection de la fuite, donc RGPD article 33. Ce que la CNIL va regarder. Donc l'article 32, les mesures de sécurité étaient-elles adaptées? Une faille d'or sur une API publique d'un portail régalien? La réponse est non. Donc l'article 5, paragraphe 2, la comptability. La NTS peut-elle prouver que ces mesures de sécurité étaient proportionnées? Avec une vulnérabilité classée parmi les plus documentées du monde, c'est difficile à défendre. Et le point que tout le monde oublie, l'article 5, 1 alinéa E, la limitation de la conservation. Les données doivent être conservées seulement le temps nécessaire à leur traitement. Si les systèmes de traitement n'ont pas été purgés forensiquement, si des résidus mémoire persistent, alors même après la correction de la faille IDOR, les données peuvent continuer d'être conservées au-delà de leur finalité. C'est une double violation potentielle, la fuite et la persistance non auditée. 19 millions de Français. Des données d'état civil en vente sur un forum cybercriminel, une faille qualifiée de vraiment stupide par celui qui l'a exploitée, et une communication initiale qui disait « Vous n'avez aucune démarche à accomplir ». Ce que cet incident prouve, une fois de plus, c'est que la sécurité d'un système ne se mesure pas à sa complexité. Elle se mesure à ce qu'on ne vérifie pas, à son invisible. L'IDOR, tout le monde connaît. Personne n'avait vérifié. La RAM post-traitement, personne ne vérifie encore. Si vous gérez des systèmes qui traitent des données personnelles, si vous avez des LLM en production, des API exposées, des workflows de traitement automatiques, posez-vous la question que la NTS n'a pas posée à temps. Qu'est-ce que vos systèmes gardent en mémoire après avoir déclaré avoir oublié? Donc, je m'appelle Mathilde Roumi, je suis fondatrice de Scanalysis, donc la première infrastructure de preuves forensiques pour l'amnésie des IA en France. Donc si vous voulez tester vos propres systèmes, le mail est dans la description.